De la gestion des dossiers. Nous sommes encore dans une révolution. La révolution d'Ibrahim Traoré, la révolution du peuple burkinabé. Ibrahim Traoré, il est là, c'est pour sauver la nation. Nous sommes tous là pour l'accompagner. Et je pense qu'à nos jours, là, on est fiers. Victor P.K. Pouaoulabou et son association rendent hommage à leur tour aux forces de défense et de sécurité ainsi qu'aux volontaires pour la défense de la patrie. Il salue la vision du chef de l'État, une vision révolutionnaire avec en ligne de mire la libération totale du pays. P.K. Pouaoulabou invite la jeunesse, toutes les couches sociales à faire bloc derrière le capitaine Ibrahim Traoré pour libérer le Burkina Faso de l'emprise impérialiste. 10 ans donc que les Burkinabés ont dit non à la modification de l'article 37 de la Constitution limitant les mandats présidentiels. 10 ans après, les souvenirs sont encore vifs dans les mémoires des insurgés d'alors. Tout en saluant la mémoire de ceux tombés, ils sont désormais focus sur la nouvelle dynamique en cours au Burkina Faso. Quelques réactions dans ce reportage de Tanga Kafando. À cette cérémonie d'hommage aux martyrs de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, beaucoup d'acteurs sont encore là. Des blessés, des parents de victimes, des associations de victimes. Ils viennent honorer la mémoire de leurs camarades avec qui ils étaient dans la rue il y a 10 ans, jour pour jour. 10 ans après, nous rendons hommage à tout le peuple burkinabé. Nous rendons hommage à l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, l'ensemble des volontaires pour la défense de la patrie, et l'ensemble des civils qui défendent jour et nuit cette patrie. Et 10 ans après également, c'est de féliciter et aussi rendre hommage à nos autorités qui se battent pour que ce pays tienne debout. 10 ans après, nous retenons que le sacrifice de ces personnes qui sont tombées, ils ne sont pas tombés pour rien, parce que nous sommes engagés pour la prospérité de Burkina Faso et que le sang qu'ils ont versé constitue aujourd'hui un progrès énorme vers la marche pour le rayonnement, la liberté de Burkina Faso et la dignité du peuple burkinabé. Si on revenait en arrière et que 2014 était arrivé, nous les référions. Parce que la vérité c'est qu'il a fallu au Burkinabé un président qui a comme souci premier l'intérêt des Burkinabés. Et on l'a actuellement. Donc il y a toutes les raisons aujourd'hui d'être fiers de ce qui s'est passé et il n'y a absolument pas de raison de regretter quoi que ce soit. En 10 ans, ce sont plusieurs pages qui ont été écrites dans l'histoire politique du Burkina et les insurgés pensent que la flamme de la révolte est restée vive dans la conscience populaire. Un pays sans mémoire est un pays qui est appelé à disparaître. Donc chaque année nous venons ici nous rappeler de l'espoir suscité par cette insurrection-là. Donc voilà pourquoi nous sommes là et Dieu merci, l'espoir suit son chemin et nous sommes là pour encourager et dire à la jeunesse qu'il y a eu un passé et il faut travailler pour un futur meilleur. Nous aujourd'hui, avec l'arrivée du capitaine Ibrahim Traoré, nous revoyons Thomas Sankara en deuxième position. Nous avons l'opportunité de faire notre révolution de notre manière. Parce qu'en 83-87, je dirais que les populations en son temps n'avaient pas pris conscience de la nécessité, la clairvoyance de leur engagement pour accompagner le capitaine Thomas Sankara. Aujourd'hui, nous voyons cette clairvoyance qu'avec le capitaine Ibrahim Traoré, nous devons gagner la souveraineté. Le Burkina Faso est engagé aujourd'hui dans la lutte contre le terrorisme et l'indépendance financière et politique, un combat que tous considèrent comme étant le prix à payer pour la souveraineté et la suite logique de l'esprit de l'insurrection. Une insurrection populaire faite de plusieurs jours de manifestations. Les événements tumultueux d'octobre 2014 vont connaître leur paroxysme le 31 octobre avec la démission de Blaise Compaoré, poussée par le peuple et l'armée. S'est ouverte une période d'incertitude durant laquelle plusieurs personnalités se sont autoproclamées président. Retour sur les faits avec Sekou Zongo. Après la chaude journée du 30 octobre, marquée par l'incendie de l'Assemblée nationale, le saccage de la télévision du Burkina et une répression barbare des manifestants causant plusieurs morts et de nombreux blessés, le pouvoir se réorganise. D'abord, c'est le général Nabéré Honoré Traoré, chef d'état-major général des armées d'alors, qui annonce l'abandon du projet de révision constitutionnelle. Dans la même déclaration,
Il annonce la dissolution du gouvernement, l'instauration d'un couvre-feu et l'état de siège. Ensuite, tard dans la nuit, c'est Blaise Compaoré lui-même qui tente de reprendre la main. Une manœuvre de trop qui irrite les insurgés. Blaise Compaoré doit maintenant quitter le pouvoir coûte que coûte. Le 31 octobre, tout le pays s'embrase. Le Burkina est au bord du chaos. Dans la capitale, la place de la Révolution, l'état-major général des armées sont les points névralgiques de la lutte. Les tractations se mènent là, à l'état-major général des armées. Le soleil est au zénith. Mais les insurgés ne lâchent pas prise. Aux alentours de midi, la nouvelle tant attendue. Blaise Compaoré annonce sa démission et la vacance du pouvoir. Une hystérie de courte durée, car la grande muette devient bruyante. Le général Nabéré Honoré Traoré, chef d'état-major général des armées, s'autoproclame chef d'état par intérim. La pilule est très amère pour les insurgés. Personne ne viendra voler la victoire du vaillant peuple burkinabé. Les partis politiques d'opposition et les organisations de la société civile haussent le ton. Pendant ce temps, Blaise Compaoré quitte en catimini le pays avec l'aide de la France. Dans la foulée, c'est le numéro 2 de la garde prétorienne de Blaise Compaoré qui s'autoproclame président du Faso. Nous sommes toujours le 31 octobre 2014. Après une cacophonie générale, Yacouba Isaac Zida reçoit le soutien de l'armée le 1er novembre 2014. Une nouvelle page du Burkina Faso venait de s'ouvrir, refermant du même coup plus de 27 ans de pouvoir sans partage. Ces événements ont touché plusieurs grandes villes du Burkina Faso, dont la capitale économique. 10 ans après, les acteurs se souviennent. Certains voient en cette insurrection une leçon de démocratie donnée au monde. Quelques avis dans ce reportage de Bamakan Yannick Dabiré, Sayuba Mambone et Kaduro Menki. Les 30 et 31 octobre, deux dates inscrites en lettres d'or dans les annales de l'histoire socio-politique du Burkina Faso. 10 ans après l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, l'on garde en mémoire un peuple mature à même d'asseoir sa souveraineté vis-à-vis du reste du monde. Lorsque vous vous insurgez contre vos dirigeants, c'est un message très fort que vous passez au-delà de vos frontières pour dire que quiconque tenterait quand même de piétiner cette souveraineté trouvera un peuple soudé et un peuple révolutionné contre vraiment ces travers-là. Donc moi je pense que l'héritage que l'insurrection de 2014 nous a laissé est un peuple mature, un peuple qui a pris une autre dimension et qui sait en temps réel réclamer ses droits à qui que ce soit. Même si c'est à refaire demain, je suis dedans. Parce que la dignité n'a pas de prix. Cette insurrection a été comme un levier de délivrance pour la plupart des Burkinabés, et surtout dans l'émergence et dans l'évolution sociétale. Pour de nombreux Bobolais, l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 a été le déclic d'un éveil des consciences pour la prise en compte des aspirations du peuple dans les projets et programmes de développement. Nous avons su que nous ne devrons plus confier notre destin à un groupe de gens, soit-ils des politiciens, si toutefois ces derniers ne prennent pas justement en compte le développement de la nation, c'est-à-dire l'éducation de la jeunesse. Ce soulèvement a été un bon début donc, pour la prise de conscience, donc, pour la gouvernance présentement au Burkina Faso. L'héritage que cette insurrection a laissé est simplement le fait que chaque dirigeant doit savoir se conformer à la volonté du peuple. L'insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014, c'est aussi un lourd tribut payé en termes de pertes économiques, matérielles et en vie humaine. Des victimes considérées comme des héros de la nation par les populations, lesquelles populations rendent hommage à toutes ces personnes qui ont consenti le sacrifice suprême au nom de la patrie.
Voilà pour le point de l'actualité consacrée à la commémoration des 30 et 31 octobre. Une page se referme, une autre s'ouvre, celle du CIAO. Nous allons pour la visite des stands et suivre les pas de plusieurs membres du gouvernement. Ils sont allés encourager les artisans et féliciter le comité d'organisation du CIAO. Le ministre en charge de la sécurité, lui, a en sus passé en revue le dispositif sécuritaire. Le point de tout ceci avec Salif Belem et Mariama Tamboura. Tout commence ici au pavillon de la créativité, le pavillon qui reçoit toutes les œuvres en compétition. Ce sont des visiteurs de marque visiblement séduits par les différentes œuvres ici exposées. Puis, stand après stand, la délégation découvre les différentes créations des artisans burkinabés et ceux venus d'autres pays. J'étais très loin d'imaginer que je ferais autant de découvertes. Toutes les régions ont été effectivement représentées et ont pu présenter quelque chose. Vraiment, je crois que le CIAO, c'est un exemple qui nous a été montré comme étant la possibilité effectivement de se réaliser, nonobstant les difficultés que nous connaissons effectivement dans ces pays-là. Aujourd'hui, nous sommes presque en autonomie. Dans les textiles, nous avons vu plusieurs transformations, plusieurs innovations. Dans le domaine de l'agriculture aussi. Et nous allons nous inspirer de tout ce que nous avons vu pour mettre en place des parcours professionnels qui permettent aux jeunes de passer ce palier qui va nous amener très loin. Des émissaires de pays amis sont également de la délégation. L'édition 17 du CIAO, plus qu'un rendez-vous du donner et du recevoir, est une reconnaissance du rôle pionnier que joue le Burkina Faso en matière de promotion de l'artisanat. Et c'est la raison pour laquelle, à la tête d'une délégation en fait, d'artisans camerounais, nous avons fait le choix de venir pour permettre à nos artisans d'exposer également leur savoir-faire, la diversité artisanale, mais aussi de se frotter en fait, aux expériences d'autres pays. Et comme vous le notez, aussi bien dans le pavillon de l'innovation et dans d'autres pavillons, on essaye d'être présent. Nous aimons beaucoup les pavillons des pays africains, c'est bien sûr Burkina Faso, avec toute la richesse culturelle et la richesse d'artisanat burkinabé, mais aussi les stands du Mali et du Niger. Et si le CIAO se déroule dans de bonnes conditions, c'est grâce au dispositif sécuritaire. Et le chef du département en charge de la sécurité est là pour encourager ces hommes. Comme vous le constatez depuis le début, jusque-là, on n'a pas enregistré d'incident. Dieu merci. Et cela grâce à la détermination, à l'abnégation et à l'engagement des hommes ici. Et tout se passe bien. C'est également un message pour envoyer au niveau international que le Burkina Faso est capable d'assurer sa propre sécurité. Et ce qui se passe actuellement est une affirmation de l'intégrité de sa souveraineté. Le ministre de la Sécurité salue également cette adaptation des populations qui appuie et fonde la coproduction de sécurité auprès des FDS. Un signal fort que le Burkina Faso est résilient et toujours fréquentable. C'est donc le savoir-faire des artisans africains dans sa diversité qui est donné à voir depuis le 25 octobre dernier. Dans cette diversité, nous braquons nos projecteurs sur Amidou Nikiema et ses œuvres, des œuvres faites essentiellement de rotin et de raffia, puisant leur essence dans l'Afrique ancienne selon l'exposant. Coup de projecteur avec Désiré Ilboudo et Sonia Kokti. Au CIAO 2024, le talent des artisans est évident et dans tous les domaines. Lui, il travaille principalement le rotin, le bambou et le raffia. Également, des cornes pour représenter la royauté. J'ai des trônes des rois qui est fait à base de cornes. Voilà, puisque tout le monde sait que dans la royauté, les cornes ont une grande signification. Voilà, les cornes représentent le pouvoir. Même nos rois, il y a certains même qui s'asseyaient sur des cornes faites à base d'ivoire. Voilà, elles représentent vraiment quelque chose de très significatif dans la tradition africaine, comme le peau de léopard. Voilà, donc je n'ai pas à le dire, bon, les gens savent, voilà, ceux qui connaissent les choses culturelles. Pour l'artisan, il est important de conserver et de valoriser le savoir-faire laissé par les ancêtres. Et sa conviction est que chaque pays se développe à partir de son potentiel artisanal. Un pays, c'est l'artisanat. Le Japon et l'Inde, c'est développé là. C'est l'artisanat qui a changé de phase, aller vers l'industrie.
Donc si on n'aide pas les artisans aussi à changer de phase, aller vers l'industrie, je pense que pendant 1000 ans, on ne fera que tirer le diable par la queue. L'artisanat, ce n'est pas les Indiens, ce n'est pas les Américains, ce n'est pas les Chinois qui nous ont appris. C'est nos ancêtres qui nous ont appris. Donc depuis 90% des matériels que j'utilise se trouvent au Burkina Faso. Amidou Nikiema est un natif de Bobo-Dioulasso. Il œuvre dans l'artisanat depuis sa petite enfance. Familier des grandes rencontres culturelles au Burkina, il a aussi exposé dans des pays de la sous-région comme le Mali, la Côte d'Ivoire et le Niger. L'une des attractions de cette biennale de l'artisanat africain reste les bijoux, bracelets, boucles d'oreilles, colliers en coquillage ou en pierres précieuses. Ils sont sous toute leur splendeur et sous toutes leurs formes, venus de divers horizons. Présentation avec Issoufou Kabouré et Jacques Ouedraogo. Tarwen Panga Compaoré vient d'offrir un bracelet à sa fille. Elle juge les prix abordables et apprécie également la qualité de ses objets de beauté. Bienvenue au stand d'exposition de Mariam Kwanda. On y trouve des colliers, des bracelets et des boucles d'oreilles de différents modèles. Une variété de bijoux proposés par cette exposante, mais la morosité du marché demeure le véritable souci pour l'instant. Pour visiter leur stand et on a pris un bijou pour la fille. Oui, c'est de bonne qualité. Je suis venue vendre des colliers, des bracelets, des boucles d'oreilles. Il y a les bayas, les bracelets de type Ghana. Bon, il y a beaucoup de modèles en tout cas. Pour le moment, le marché là, c'est un peu. On espère que durant les jours fériés, à compter de demain, Inch'Allah, il y aura beaucoup de clients. Dans ce stand malien, l'accent est mis sur les bijoux traditionnels. Ce sont par exemple des colliers en kouri, des colliers en perles et en terre cuite. D'une qualité exceptionnelle, ces colliers et bracelets traditionnels sont de plusieurs catégories et les prix peuvent aller au-delà de 200 000 francs CFA. Bon, ça dépend, c'est pas le même prix. Et puis encore, l'art aussi n'a pas de prix fixé. Hein. Voilà, il y a tous les prix dedans. Il y a des prix pour les pauvres, il y a pour les riches aussi. Voilà, parce qu'il y a des colliers même, on vend même à 100 000, 150 000, ça dépend. Parce qu'il y a des colliers même, ça, c'est les colliers en chien quoi. Ça a très duré. Voilà, bon, il y a nouveau aussi. Bon, le nouveau là, des fois on vend ça à 5 000, 6 000, 7 000, jusqu'à 20 000, 10 000. C'est donc toute une variété d'objets de beauté qui n'attend que des preneurs. On en trouve pour toutes les bourses et les visiteurs sont alors attendus dans ces stands de bijoux pour s'offrir des parures à leur goût à cette fête de l'artisanat. Vous le savez, le CIAO, ce sont les expositions, mais aussi des réflexions sur l'essor de l'artisanat africain. Le séminaire de la 17e édition a refermé ses portes hier, après 3 jours d'échanges qui ont réuni des experts et des artisans de plusieurs pays. Les travaux ont permis de dégager des propositions et recommandations à même de faire de l'artisanat un levier de développement et d'insertion socio-professionnelle des jeunes, nous disent Césaire Carrefour et Moumouni Wanga. 28 recommandations à l'issue de 3 jours de travaux qui ont réuni experts et artisans venus du Burkina Faso et de plusieurs pays d'Afrique. Des recommandations en lien avec l'accès au financement et l'adéquation entre la formation dans les écoles professionnelles et le marché de l'emploi. C'est de renforcer la volonté au niveau des États pour permettre la mise en place des politiques et stratégies volontaristes et engagé au profit du secteur afin de stimuler le plein essor de ce secteur au bénéfice de nos économies. La recommandation suivante, c'est de susciter une synergie auprès des jeunes pour les besoins de mobilisation des ressources auprès des structures de financement. Abordé sous l'angle de l'artisanat africain, entrepreneuriat des jeunes et autonomisation, cette tribune s'inscrit au rang des innovations majeures de l'édition 2024 du Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Les 2 sous-thématiques ont porté respectivement sur la formation dans les métiers de l'artisanat ainsi que les facteurs limitants. À l'issue de ce séminaire atelier, nous sommes aboutis à un certain nombre de conclusions et de recommandations concrètes qui doivent permettre de booster le secteur de l'artisanat au niveau africain. C'est un séminaire meublé de panels et de communication avec un accent particulier sur l'apport du numérique au développement de l'artisanat. La rencontre connaît également la participation de plusieurs universités et instituts, question de permettre aux étudiants de mieux cerner les enjeux et défis des métiers de l'artisanat.
Voilà pour cette page CIAO, cap sur Cali en Colombie pour les échos de la 16e conférence des Nations Unies sur la biodiversité. La délégation burkinabé, conduite par le ministre en charge de l'environnement, a préparé un dialogue de haut niveau. Un dialogue consacré au défi de la mise en œuvre intégrée de modèles sur le changement climatique et la biodiversité. Précision avec notre envoyé spécial. Bienvenue Tomsa. Tout ce qui touche au climat affecte la biodiversité et vice-versa, conviction de la majorité des participants à ce dialogue ministériel. Il change dans le cadre du segment de haut niveau de la 16e conférence des Nations Unies sur la diversité biologique. Nous avons fait le témoignage de l'inondation du 1er septembre 2009 où il est tombé au moins 300 mm d'eau. Et grâce à la forêt de Bangrowego, le choc a été atténué. Sinon les dégâts que nous avons observés allaient au-delà. Également, avec les grandes inondations, il y a la migration de la biodiversité. À chaque fois qu'il pleut beaucoup, au niveau de la forêt de Bangrowego, il y a des animaux qui migrent et se retrouvent sur la voie. Donc ça, c'est lié au phénomène des changements climatiques qui impactent sur la biodiversité. La réponse au choc pour ces défenseurs de l'environnement doit être basée sur une approche qui intègre et des modèles sur le changement climatique et des modèles sur la biodiversité. Il y a ici convergence de vues autour du besoin de créer des synergies entre les différentes conventions. Nous avons compris avec les interventions des différents ministres que le Burkina Faso n'est pas en arrière. Voilà, nous sommes dans la dynamique. Vous savez qu'au niveau du système des Nations Unies, il y a beaucoup de conventions. Il y a la convention de la génération de Rio, biodiversité, changement climatique, désertification. Il y a des conventions en lien avec les produits chimiques, Rotterdam, Bâle, Stockholm, Minamata, Ozone. Donc il a été question d'une synergie. Déjà au Burkina Faso, on a mis en place les cas de concertation unique sur les conventions, qui se réunit avec tous les points focaux des conventions pour harmoniser les interventions. Il y a des activités que nous menons de manière conjointe au niveau du pays, telles que la Journée mondiale de l'environnement et autres. Donc cela va se renforcer avec ce que nous avons appris ici. Pour atteindre les objectifs de développement durable sur le changement climatique et la biodiversité, il faut entre autres orienter les travaux scientifiques vers le dialogue, préconiser les solutions basées sur la nature et faire appel aux savoirs ancestraux peut-on retenir. À noter que pour les activités en vue de la reconstitution du couvert végétal, il faut faire attention à l'introduction systématique de nouvelles espèces au risque de constituer un danger pour la biodiversité. Retour au Burkina où les manifestations des changements climatiques sont loin d'être une vue de l'esprit. L'exemple du jour nous vient de la boucle du Mouhoun où les eaux du fleuve Mouhoun ont quitté leur lit, inondant champs, concessions et submergeant la route nationale 14. Le constat est fait le 27 octobre dernier par les autorités régionales. Yves Rwamba, Karim Ouedraogo. Une chaussée submergée par l'eau, un bitume complètement dégradé avec des trous d'une grande profondeur par endroits. C'est le constat fait ici sur la route nationale numéro 14, reliant Dédougou à Nouna, plus précisément au niveau du pont Badala. Une situation qui perturbe le trafic routier depuis un certain temps. Tellement on a quitté à Bobo, on part à Djibasso. L'eau a diminué en tout cas, ça a beaucoup diminué, mais c'est le trou là qui nous fatigue maintenant. Vous ne voyez pas ces camions là, non? Lui, il est rentré dans le trou, on voulait le tirer, sortir, et puis bon, il essaie de crocher. Bon, vraiment, tellement c'est difficile. Le terrain, vraiment, c'est déplorable parce qu'il y a beaucoup de véhicules qui sont restés dans l'eau. Voilà, et que les passagers en venant de Djibasso, Nouna et Mali sont bloqués derrière le pont. Alors, ceux aussi qui ont quitté Bobo, Ouaga et puis Cotonou, etc., pour aller au Mali, tout le monde est bloqué. Parmi les passagers bloqués ici, il y a des artisans en partance pour le CIAO. Un coup dur pour ces derniers. On vient de la Guinée-Conakry, on vient pour CIAO. Donc depuis hier on est là. Moi j'ai passé la nuit ici. Mes copines sont devant là-bas. Et on ne peut plus se traverser. On a des bagages. Malgré la baisse du niveau de l'eau sur la chaussée, la pression du courant d'eau reste toujours forte. Face à cette situation, le gouverneur envisage des mesures pour sécuriser les usagers. Comme l'eau est en train de se retirer considérablement, comme nous l'avons constaté, nous allons les bloquer sur place. Et assurer donc la sécurité par un dispositif là, le temps que voilà, l'eau puisse se retirer. C'est toujours la prudence. La prudence, c'est que véritablement c'est demander aux gens d'être patients. En plus de la chaussée, les cultures et les habitations tout au long du fleuve sont également touchées par ces inondations.
Actionnariat populaire au Burkina Faso, les souscriptions se poursuivent à l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire. L'initiative présidentielle a convaincu Dr Al-Ousseini Banao, président du groupe Africa Gulf International Corporation. Il a fait une souscription de 5 millions de francs CFA. Le témoignage de Franck Ouedraogo, Fanta Ouattara et Moussaki. Dans les locaux de l'APEC, Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire, Dr Al-Ousseini Banao. Il est là pour sa souscription à l'initiative présidentielle à hauteur de 5 millions de francs CFA. Ses compatriotes vivant à l'extérieur dit adhérer à l'initiative du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour un développement endogène du Burkina Faso. C'est de m'acquitter d'une part de mon devoir patriotique. Et ensuite, voir dans quelle mesure nous pouvons apporter l'expérience et le réseau de relations que nous avons pu bâtir depuis des décennies étant à l'extérieur pour soutenir les activités que mène l'APEC sous la diligence du chef de l'État, parce que tout simplement nous croyons en ce modèle, parce qu'il est plus juste et plus équitable. C'est un grand plaisir de recevoir l'ambassadeur, de recevoir aussi ses conseils avisés, parce que c'est finalement un défenseur du modèle de l'actionnariat populaire. Il est prêt aussi à nous accompagner, à mobiliser les Burkinabés de l'extérieur dans tous les pays où il s'est installé. À cet entretien avec Karim Traoré, directeur général de l'APEC, il est également question des signatures de 2 partenariats entre l'APEC et le groupe Africa Gulf International Corporation d'ici janvier 2025. Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme héberge depuis hier le secrétariat permanent de délivrance de la carte de presse et de laissez-passer. Une normalisation résultant d'un processus enclenché depuis 3 ans. La passation des attributions s'est faite hier entre le ministère et le Conseil supérieur de la communication qui assurait la mission jusque-là. C'est Lassina Ouattara et Tanga Kafando. Par cette remise de documents, le Conseil supérieur de la communication transfère les attributions du comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme. Une harmonisation 3 ans après le décret consacrant ce passage institutionnel et l'arrêté de 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la communication et des médias qui intègre désormais cette nouvelle mission. De plus, l'arrêté du 20 avril 2023 portant attribution, organisation et fonctionnement de la Direction générale de la communication et des médias vient renforcer ce cadre en précisant en son article 5 que le directeur général adjoint est chargé d'assurer le secrétariat permanent du comité technique de délivrance de la carte de presse. Cette passation de charges symbolise non seulement un transfert de responsabilité, mais également un engagement renouvelé à promouvoir la liberté de la presse, à protéger les droits des journalistes et à garantir la transparence et l'efficacité dans la délivrance des actes de presse et de laissez-passer. Créé en 2009, le Comité national de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer a d'abord été logé au ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, en commun accord avec le ministère, le Conseil supérieur de la communication et les organisations professionnelles des médias. Depuis l'institution du Comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer en 2009, le Conseil supérieur de la communication a eu la charge d'assurer le secrétariat permanent. Durant les 15 ans, le CSC a accompagné le comité technique de délivrance de la carte de presse et du laissez-passer dans sa tâche d'assainissement du secteur de la presse. Il s'est agi d'organiser la tenue régulière des sessions du comité, soit 3 à 4 sessions par an,
les séances de photos pour la confection des cartes, la remise des cartes, l'élaboration des correspondances, la réception et l'envoi des courriers, les classements, etc. De 2020 à 2024, 429 cartes de presse et 12 laissez-passer ont été délivrés sous la coordination du Conseil supérieur de la communication, malgré l'insuffisance des moyens. Et le comité technique espère plus de moyens et plus d'autorité de la carte de presse avec ce nouvel ancrage. Le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes du Mali était en session hier, une rencontre en prélude à la rentrée scolaire prévue pour le 4 novembre prochain. Le point est donc fait de l'occupation et de la dégradation des salles de classe suite aux inondations. Point complet avec Mamari Koné et Aliou Touré. Quelques jours après la visite des membres du gouvernement sur le terrain pour constater des visu la libération des écoles occupées par les sinistrés et celle des représentants de l'État et des acteurs de l'école au niveau des 19 régions administratives, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes fait la situation des écoles en vue de la rentrée des classes. La situation, à en croire le ministre de l'Éducation nationale, a considérablement évolué, comme en témoignent ces chiffres. À la date du 28 octobre 2024, la situation se présente ainsi qu'il suit. Nombre d'écoles libérées, 103 sur 126. Nombre d'écoles non fonctionnelles mais occupées, 23 sur 126. Nombre d'écoles à faire libérer, 0 sur 126. S'agissant des écoles inondées, nombre d'écoles libérées des eaux, 181 sur 187. Nombre d'écoles inondées mais non fonctionnelles, 6 sur 187. Nombre d'écoles toujours inondées, 0 sur 187. Le président du comité de crise a salué les membres du comité pour le travail abattu en attendant de soumettre les conclusions au président de la transition. Les informations données par les différents ministres, les informations recueillies auprès des gouverneurs et des différents partenaires de l'école indiquent clairement que nous pouvons proposer au chef de l'État le maintien de la date du 4 novembre. Les mesures d'accompagnement, il s'agit de la mise à disposition et l'installation des tentes là où il y a des difficultés, de la délocalisation quand c'est nécessaire des sinistrés. A noter que du 25 au 29 octobre 2024, 3 cas d'inondation ont été enregistrés, 48 cas d'effondrement, dont 47 à Koulikoro et 1 à Mopti ont été recensés. Toutefois, on déplore un cas de perte en vie humaine. Au total, 720 personnes ont été sinistrées. Nous restons au Mali pour les échos d'une autre rencontre. Il s'agit du séminaire sur la négociation syndicale et le pacte de stabilité et de croissance. Il a réuni des délégués syndicaux du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Al-Ousseni Touré nous en parle. Le président du Conseil économique, social, environnemental et culturel concrétise ainsi une promesse, celle de faciliter la formation des travailleurs de son institution en matière de négociation syndicale d'une part et de partage du contenu du pacte de stabilité et de croissance sociale signé entre le gouvernement et les travailleurs. Au cours de cette formation, nous aborderons les sujets cruciaux tels que les droits des travailleurs qui passent naturellement par la connaissance et la maîtrise du code du travail, des conventions et les droits des travailleurs, les stratégies de négociation et les moyens de mobiliser nos membres. L'expert partagera avec nous sa connaissance et son expérience afin que nous puissions non seulement défendre nos droits, mais aussi devenir des acteurs outillés pour résoudre et répondre aux problèmes sociaux internes et externes des travailleurs au sein de notre structure. Le président de l'institution, par ailleurs secrétaire général de l'UNTM, a affiché l'ambition de son organisation de former l'ensemble des travailleurs aux techniques de gestion et de négociation. Dans le contexte actuel, il est devenu essentiel pour les responsables syndicaux de maîtriser les outils et les techniques de gestion pour diriger nos organisations de manière responsable et exemplaire. La bonne gouvernance en tant que pilier fondamental de toute organisation repose
sur des principes d'équité, de transparence et de redevabilité. Ces principes sont cruciaux non seulement pour renforcer la confiance des membres, mais également pour assurer la crédibilité de nos actions aux yeux de nos partenaires. Cette formation est donc une occasion unique pour renforcer votre engagement envers cette responsabilité et pour vous outiller de manière à répondre aux attentes de ceux que vous représentez. À la fin de ces 3 jours de formation, les travailleurs du CSEC se familiariseront avec les notions de négociation et de gestion d'une part, et d'autre part avec le contenu du pacte de stabilité et de croissance. Au Burkina, le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé plaide pour un plus grand accès des femmes et filles aux services de planification familiale et de santé sexuelle. Plaidoyer fait auprès d'autorités coutumières, religieuses, administratives et acteurs de la société civile. Hadi Sandamba. La problématique de la planification familiale et de la santé sexuelle, objet d'une concertation avec les autorités administratives, coutumières, religieuses et acteurs de la société civile. L'initiative est du réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé. Il s'agit là d'un plaidoyer qui s'inscrit dans le cadre de l'amélioration de l'accès aux services de santé, de planification familiale et de santé sexuelle et reproductive au profit de leurs communautés respectives. Les gouverneurs ont des cadres de concertation régionaux à leur niveau. On ne va pas inventer la roue. On va les passer le message. Au niveau de ces cadres de concertation-là, ils vont également passer les messages à ce niveau. C'est la même chose que les coutumiers religieux. Chaque vendredi, le plus souvent, les coutumiers religieux reçoivent beaucoup de la communauté. Ils vont passer le message de sensibilisation à ce niveau. C'est la même chose également aussi pour les associations, les leaders d'associations. Ils ont des cadres de concertation, des rencontres hebdomadaires. Ils vont passer le message de sensibilisation également à ce niveau. Au département en charge de la santé, l'on voit en cette initiative une étape importante dans le processus pour gagner le combat contre les problèmes de santé sexuelle et reproductive qui touchent en majorité les femmes et les jeunes. Au niveau du Burkina, même si un effort a été fait, notre taux de mortalité maternelle demeure encore élevé et nous devons travailler à réduire ce taux de mortalité. Et également aussi, dans notre pays, nous avons une population qui est majoritairement jeune. Donc cette population jeune, ils ont des problèmes de santé, des difficultés même d'accès en tout cas au conseil pour pouvoir poser des actes responsables dans le cadre de leur sexualité. Le réseau national des associations intervenant dans le domaine de la santé a été créé en 2003. Il a pour mission d'apporter une contribution communautaire dans la résolution des problèmes de santé. Au chapitre éducation de ce journal, nous évoquons ce geste de l'association solidaire et éveil communautaire à l'endroit des élèves et déplacés internes de la région du centre SA. L'association a remis des kits scolaires à 200 enfants vulnérables. Son geste est également étendu à des formations sanitaires de la région. Aimé Douamba et Paul Yabri pour les échos. La SECO, l'association solidaire et éveil communautaire, vole au secours de 200 élèves déplacés internes de la région du centre-est et de 2 CSPS de la commune de Tenkodogo. Ce geste, composé entre autres de fournitures scolaires, de matériel d'hygiène, de protection et d'équipements complémentaires, s'inscrit dans une démarche de solidarité et de soutien à l'épanouissement des communautés vulnérables. L'axe fondamental de cette association, c'est la solidarité. Alors on s'est dit, comme on parle de solidarité, quel beau geste que d'aller vers des déplacés internes qui sont dans des difficultés pour leur offrir un peu de sourire, pour leur offrir un peu de cahiers, pour leur offrir, j'allais dire, un peu de matériel pour qu'ils puissent avoir de la connaissance et demain ne plus être des déplacés. Mais également, on a pensé qu'on pouvait aussi aider des centres de santé. Les bénéficiaires expriment leur gratitude envers les donateurs pour ce geste qui va contribuer à améliorer le rendement scolaire, mais aussi à offrir une meilleure prise en charge des patients. Quand on reçoit de tels dons, c'est un sentiment de joie et de fierté. Alors, pour l'importante quantité de fournitures scolaires reçues, je pense que nous ne pouvons que traduire nos remerciements à M. le Président de ASECO. Nous sommes très contents et nos malades également seront contents parce que cela va contribuer à améliorer la qualité de nos soins
car ça va améliorer l'hygiène de nos locaux, ça va améliorer l'hygiène de nos prestations, ça va également améliorer la prise en charge de nos patients. La directrice régionale de la RTB Centre SA, au cours de la cérémonie, transmet le message du directeur général de la RTB, parrain de la cérémonie à l'ASECO. Un message de félicitations et d'encouragement pour les efforts de cette association en faveur des plus vulnérables. Le combat pour la scolarisation des enfants vulnérables est aussi porté par Bevondar Somé, un combat que le natif de Zambo dans le sud-ouest mène depuis plus de 25 ans. À la rencontre du combattant de l'ignorance dans ce dossier signé de Oumarou Sagnon et Christophe Da. Ces cartes murales à l'école de Zambo sont l'œuvre de Bevondar Somé alias Baby, un citoyen de la commune. Cet orphelin de père depuis l'âge de 2 ans est marqué par sa non-scolarisation, un motif qui pousse Baby à donner aux orphelins et enfants démunis de son village la chance qu'il n'a pas eue. Je trouve que je suis handicapé de langue française, donc ça me fait mal. J'ai tombé amoureux d'aider certains collègues qui n'ont pas eu le sang, connaissent les papas et maman, et pour les aider aussi à l'école. Je sortais dans le village avec mes amis pour cesser des enfants orphelins, de pères, de mères, ou le deuil. Baby commence ses actions de philanthropie en 1999. Il est alors rentré au village d'une formation avec 200 000 francs CFA de prise en charge. Je suis venu, il dit bon, moi je ne veux pas bouffer cet argent, le cadeau. Alors, dans ça que j'ai démarré à aider, j'ai commencé avec 6 enfants. 10 ans plus tard, en 2009, l'habitant de Zambo s'expatrie. Il s'en remet à son cousin bienvenu, resté à Zambo, pour continuer le parrainage des enfants. Chaque année, il a à peu près 30 à 40 orphelins comme ça. Et c'est moi qui donnais l'argent là. Tous les enfants me connaissaient à ce moment, donc chaque enfant, sa scolarité, c'est moi qui payais. Il payait mes scolarités, il nous donnait des moustiquaires, des draps, des fournitures, des sacs. Aujourd'hui, cela fait 25 ans de charité pour ce fils de Zambo. Il se dit fier de ce parcours. Il y a des gens qui viennent me dire bonjour. J'ai dit oui. Que je les vois, je dis non. Que c'est moi qui l'ai scolarisé de CP1 jusqu'à 3e. Maintenant, un qui a 3e année à l'université à Bobo, et il y a un aussi qui est à Koudougou, qui fait la 4e année. Tout ce que je demandais au Dieu, c'est ça qui m'a donné l'amour. C'est ça mon souhait. Les actions de Bevondar lui valent le respect de la communauté éducative locale. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Ses actions, en tout cas, ça ne m'étonne pas. Même à chaque fois, si en tout cas j'ai un petit besoin, si je m'appelle dedans, en tout cas, il me satisfait. Baby ne touche pas que le domaine scolaire. Il a fortement contribué à l'électrification du centre médical de son village, Zambo. De Gawa, nous mettons le cap sur la cité des Cavaliers Rouges où l'Orchestre national et le Ballet national ont déposé leurs valises la semaine dernière. C'est une tournée artistique initiée par le SENASA en soutien aux forces combattantes. L'ambiance du concert dit de la paix avec Daouda Ouattara, Saouba Soré et Pinidie Nyanou. Après Léo s'appuie, c'est ici à Koudougou que l'Orchestre national et le Ballet national déposent leurs valises. Une tournée artistique dans cette région de Burkina Faso pour galvaniser les forces de défense et de sécurité, ainsi que les VDP pour les efforts consentis au quotidien dans la reconquête du territoire national. L'initiative est du Centre national des arts du spectacle et de l'audiovisuel. Nous avons un sentiment d'avoir accompli notre part, parce que nous avons fait 4 grands spectacles, 5 si on compte que c'est 2 à Koudougou ici. Le deuxième motif de satisfaction, c'est la mobilisation. À tous les 4 rendez-vous, nous avons rencontré des populations qui sont sorties massivement. Cette sortie artistique est également une occasion de faire connaître l'ensemble artistique du Burkina Faso et notamment le sens de leur pas de danse, leur chorégraphie qui symbolise la solidarité et l'union entre les peuples. La culture, c'est ce qui reste lorsque vous aviez tout perdu. Nous pensons qu'aujourd'hui, notre pays a la croisée des chemins. Depuis l'arrivée donc de son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, vous avez constaté que aujourd'hui nous sommes en train donc de retrouver la sécurité, la sérénité, toute chose qui nous a permis aujourd'hui de faire cette tournée
qui s'est passé dans de très bonnes conditions. Bien avant, l'ensemble artistique était dans les locaux du 3e bataillon d'intervention aéroportée de Koudougou. Une visite pour témoigner son soutien à ses forces combattantes. Ce spectacle est vraiment un message que nous avons voulu adresser au FDS, voilà, pour leur dire merci, pour les encourager, pour les rassurer qu'il y a tout un peuple derrière eux, en tout cas il y a le monde culturel derrière eux. Cette tournée artistique pour la paix prend fin sur de bonnes notes. Invité donné à tous les Burkinabés à cultiver le vivre ensemble, la cohésion sociale pour que vive la paix. La maison Bravia Burkina dit merci à ses partenaires, des partenaires qui ont été de tous les combats pour que Bravia Hotel s'installe de la plus belle manière dans le paysage hôtelier national. La gratitude a été traduite par une nuit d'hommage que nous compte Alassane Kendribougou et Moumouni Wanga. 9 années de partenariat et de relations commerciales magnifiées à cette soirée. Bravia Hotel Burkina traduit ainsi sa reconnaissance à l'ensemble de ses partenaires pour cette fructueuse collaboration. Des partenaires constitués entre autres d'hommes d'affaires d'Afrique, d'Europe et du continent américain. Depuis nos débuts, vous avez été bien plus que des clients ou des partenaires. Vous avez été des piliers, des alliés et des ambassadeurs pour le Bravia Hotel. Grâce à votre confiance, votre soutien et votre collaboration, nous avons pu grandir. Nous avons amélioré nos services et nous sommes devenus une référence à Ouagadougou. Pour leur fidélité à Bravia Hotel Burkina, 15 partenaires reçoivent ici trophées et attestations. Des distinctions qui sonnent comme une invite à un partenariat encore plus renforcé. L'année prochaine, nous marquerons un tournant majeur avec nos 10 ans d'expérience. Et pour cette occasion spéciale, nous avons de grandes ambitions. Nous souhaitons que ces 10 ans soient une célébration, non seulement de notre histoire, mais aussi du futur que nous allons construire ensemble. Bravia Hotel est un établissement 4 étoiles établi au Burkina Faso depuis 2015. L'établissement offre des services d'hébergement et de restauration à sa clientèle. Il est une filiale du groupe indien Satguru, présent dans 12 pays d'Afrique depuis 1985. Les nouvelles du Tour international du Faso pour refermer cette édition. La 7e étape a été courue ce jour entre Bobo-Dioulasso et Pa, longue de près de 131 km. Elle a été remportée par le Russe Anton Popov qui signe ainsi sa 3e victoire d'étape. Le résumé de Alain Didier Compaoré. Regain de dynamisme de la team Russie au Tour du Faso 2024 et Anton Popov en est la parfaite illustration en remportant la 7e étape à pas, sa 3e victoire de la compétition. Et la Russie qui fait la tête. La Russie. Pour boucler les 130 km 800, il lui a fallu un temps de 2 heures, 54 minutes 43 secondes, soit la vitesse moyenne de 44 918 km/h. Un vainqueur d'étape. Mais pour moi, c'est vraiment une victoire pour le Burkina. Chaque coup de pédale, chaque étape est une victoire du Burkina contre les terroristes, est une victoire du Burkina contre tous les préjugés. Mais c'est également un symbole fort de solidarité de tous les peuples qui se sont mobilisés derrière ces différents cyclistes qui sont arrivés au Burkina pour accompagner le Burkina dans ce combat. Donc pour moi, vraiment le Tour du Faso, c'est, je dirais, une victoire de toute l'Afrique, une victoire de tous les peuples qui luttent pour la bonne cause. Lancée à Bobo-Dioulasso, la course commence par une échappée d'une dizaine de coureurs à la sortie. Dès le nouveau péage, elle est vite annulée. Vient alors la conquête du premier point chaud à Sogo-Sarasso. Le spécialiste Taj Mamir s'illustre en premier, suit le Marocain Mouchin El Kouradji et Antoine Popov le Russe complète le trio gagnant. Passé le sprint intermédiaire, 4 coureurs sortent de nouveau, 2 Burkinabés, un Malien et un Camerounais. Ils arrivent à se distancer de 45 secondes du groupe maillot jaune. Arrive le deuxième point chaud de Koumbia où Saturne Yamero s'impose devant Moussa Togola du Mali et Dissouf Ilbado du Burkina. Le mano à mano entre les 4 hommes se poursuit.
Ils avalent des kilomètres et prennent le large. L'écart entre les fuyards et leurs poursuivants est de 2 minutes 30 au kilomètre 100. Ils rentrent désormais à Houndé pour le dernier point de bonification de l'étape, le kilomètre 100. Jérémy Kosoko du Cameroun est le premier sur la ligne. Moussa Torola encore lui est deuxième et Saturne Yamerou referme la marche du podium. Sentant le danger venir, les Marocains sonnent la révolte. Ils contrôlent la course et accélèrent la cadence. Les échappés seront finalement rattrapés à Boni, à 15 km de l'arrivée. Plus de temps à perdre. Russes, Marocains, Belges, Hollandais, Burkinabés et Maliens mettent leurs rouleurs à contribution. Les sprinteurs dans leurs roues. À 100 mètres de l'arrivée, le sprint est lancé. Le Burkina Faso, la Russie, je vois le Cameroun, je vois la Belgique, la Russie. Anton Papov, le spécialiste en la matière, se fait respecter pour la 3e fois sur la ligne d'arrivée. En 2 heures, 54 minutes 43 secondes à la vitesse moyenne de 44 918 km/h. Il arrache du même coup le maillot vert des épaules du Marocain Adil El Arbaoui. Le maillot jaune, lui, demeure collé. Sur les épaules du Marocain El Mouchine Kouragi, le maillot des points chauds reste la propriété du Russe Tachmamir. Fin de ce 20h. Merci à vous qui l'avez suivi. Je vous retrouve après 21h30 pour une édition spéciale consacrée aux nouvelles du front.